Là, on a une équipe d'une entreprise prestataire qui descend. Vous descendez quoi, une sonde alors? Puisqu'ils sont hautement radioactifs, donc c'est pas l'homme qui pourra manipuler, mais ce sont des machines, des robots. Arsène Saas, ingénieur, expert en déchets nucléaires, membre de diverses commissions françaises et allemandes sur les questions nucléaires. Sinon, vous restez le temps que vous voulez. Et puis... Ils appellent ça un laboratoire expérimental. Mais vu la façon dont ils l'aménagent, leurs soi-disant petits essais, on n'y croit guère. Markus Pflüger, géographe, militant pacifiste et activiste antinucléaire depuis des années. C'est l'arrière-saison à Manosque, petite ville provençale située au sein de la réserve naturelle géologique du Luberon, mais aussi à quelques kilomètres des installations nucléaires du centre de recherche de Cadarache, plus gros pourvoyeur d'emplois de la région. Arsène Saas, d'origine alsacienne, a étudié la chimie du sol et l'agronomie. À l'issue d'un stage, il s'est rapproché de l'industrie atomique. Cela l'a conduit à s'installer en Provence, une région qu'il ne peut plus concevoir de quitter aujourd'hui. Arsène Saas aime le soleil du sud, et quand souffle le Mistral et qu'il fait plus froid, il allume le chauffage, plus précisément le chauffage électrique, qui coûte moitié moins cher en France qu'en Allemagne. Depuis 5 ans, le prix n'a pas augmenté. Et même au début, il y a 4 ans, il a baissé, et là, il augmente de 1,5% cette année, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement stable. Arsène Saas travaille depuis 50 ans dans l'industrie nucléaire et rien ne peut ébranler sa foi en l'énergie atomique, pas même Fukushima. Nous, on a vécu quand même grâce au nucléaire et ça nous a permis d'élever 4 enfants, de vivre dans cette maison. On a fait quand même un progrès social par rapport à mes parents, mes beaux-parents, donc on ne doit pas renier cette partie-là. Et puis, je me dis, Fukushima, c'est pas le nucléaire qui est en cause, c'est un raz-de-marée, donc... Voilà. Ce qui a été frappant, à mon avis, c'est au niveau de Fukushima. Les 2 premiers jours, la prise de parole a été effectivement beaucoup plus était le fait des Verts et des opposants, puisque c'est les gens de la radioprotection, les scientifiques qui ont donné les informations les plus importantes. Après l'émotion et les premières informations qui étaient un peu catastrophiques, mais beaucoup plus que par la suite. De l'autre côté du Rhin, la catastrophe de Fukushima a tout changé. Le peuple allemand a été tellement secoué par les événements au Japon que le gouvernement s'est vu contraint de prendre une décision radicale. L'Allemagne a dit non au nucléaire. À vol d'oiseau, Trèves n'est qu'à une 50aine de kilomètres de la centrale nucléaire de Cattenom, en Lorraine. C'est là que vit Markus Pflüger, qui proteste depuis des années contre cette industrie, et Fukushima semble lui avoir donné raison. Depuis Fukushima, davantage de gens ont compris l'importance de s'engager contre le nucléaire. Cattenom est si proche de la frontière qu'en cas d'incident, toute la zone serait contaminée, déclarée zone d'exclusion et évacuée. Arsène Saas nous accompagne sur son ancien lieu de travail, à une demi-heure de route de Manosque, où il a élu domicile. Il est officiellement à la retraite, mais ses anciens collègues de l'industrie atomique ont encore besoin de lui. Au beau milieu de ce paysage provençal idyllique, se dresse le plus grand centre européen de recherche sur l'énergie nucléaire. Il comprend 19 installations nucléaires de base, dont 6 réacteurs de recherche. Toutes sortes de combustibles nucléaires y sont testés, y compris ceux utilisés pour la propulsion des sous-marins nucléaires.
nous avons une énergie extrêmement compétitive et ils se rendent compte qu'effectivement, dans les pays voisins, l'électricité est beaucoup plus chère et qu'en plus, ils sont beaucoup moins dépendants. Le rapport qu'entretiennent les Français avec le nucléaire reste néanmoins ambigu. Les mesures de protection mises en place tout autour du CEA de Cadarache témoignent d'une certaine méfiance. Chaque réacteur est entouré d'une zone de sécurité. Arsène Saas va et vient à sa guise au sein du complexe. Quasiment tous les types de réacteurs existants ont été testés ici et l'ingénieur alsacien a participé à chacun de ces tests depuis le début en 1959. Il nous conduit à présent sur un chantier particulier. Jules Horowitz est le nom du nouveau réacteur de recherche en construction au CEA de Cadarache. Une réalisation d'exception, le premier réacteur de ce type dans le monde. Car c'est à Cadarache que s'invente l'avenir du nucléaire. Avec l'espoir qu'un jour, on réussisse à produire de l'énergie atomique sans le moindre risque ni le moindre déchet. Ensuite, ils vont partager les résultats pour que chacun puisse, dans son pays, les utiliser avec les objectifs qui se fixent pour leur réacteur, tu vois. Voilà, aussi bien pour l'exploitation que la sûreté. Tout à fait. Dans l'ensemble, et également les nouveaux réacteurs qui vont être construits dans ces pays-là. Un certain nombre de pays participent au projet, parmi lesquels le Japon. L'Allemagne n'en fait pas partie. La France est le plus gros exportateur de technologie atomique. La branche du nucléaire, sous-traitants compris, assure 200 000 emplois. Les 3/4 de l'électricité consommée par les Français proviennent de l'énergie atomique. En matière d'approvisionnement énergétique, la France est largement indépendante. Si elle n'extrait plus l'uranium, elle continue à maîtriser l'ensemble du cycle du combustible nucléaire, de la conversion à l'entreposage en passant par le retraitement. Areva s'occupe des combustibles, EDF de la construction et de l'exploitation des centrales, et Andra des déchets radioactifs. Ces leaders mondiaux du nucléaire appartiennent à 80% à l'État français. Le pays compte 58 réacteurs, dont une douzaine fonctionnent déjà depuis plus de 40 ans. Ces réacteurs sont la cible récurrente des mouvements de contestation aussi bien français qu'allemands. Au Centre pour la paix et l'environnement de Trèves, Markus Pflüger prépare une intervention en France avec ses compagnons de lutte. Après le plan de sortie du nucléaire, la prolongation de la durée de vie des réacteurs. Ça marche toujours après Fukushima. Et celle-là avec Bure, Gorleben et Cattenom. Et en français? Oui, dans les deux langues. J'en prends un, moi aussi. Tu veux? Oui. 2 ans après la catastrophe de Tchernobyl, un groupe de militants a créé l'organisation Maus à Trèves. Dans un but de protection active de l'environnement, ses membres mesurent et contrôlent les radiations émises, entre autres, par la centrale de Cattenom. Ce sont là les données relatives à la radioactivité dans l'air à Cattenom même. On observe les mêmes niveaux à Konz. Cela correspond aux émanations de radon. Nous avons un appareil de mesure très sophistiqué qui nous permet d'établir précisément le niveau de radon émis. Qu'avez-vous remarqué de particulièrement frappant ces dernières années en matière de radioactivité? Disons que nous avons mesuré ce que nous voulions mesurer, c'est-à-dire rien de spectaculaire. Nous n'avons pas particulièrement envie de faire des constats dramatiques. Je pars du principe que lorsqu'il y a eu des incidents à l'intérieur de la centrale, car c'est arrivé, ils ont réussi à contrôler le débit des émissions à l'extérieur pour que ça ne fasse pas. Et qu'on n'ait pas un nuage radioactif au-dessus des centrales. En fait, nous n'avons rien mesuré de catastrophique ces dernières années. Et c'est pour ça qu'on est là, pour prévenir les incidents et éviter la contamination. Arsène Saas connaît Cattenom et les autres installations nucléaires de fond en comble. À 72 ans, il continue à aller régulièrement de l'une à l'autre pour se tenir informé de ce qui s'y passe et transmettre son savoir et son expérience. Comme partout en France, on observe en Provence un immense réseau de câbles électriques et de stations de transformation. La plupart des Français se chauffent à l'électricité et non au gaz ou au fioul. 3 à 4 fois par mois, l'expert en déchets nucléaires prend l'avion pour Bonn. Il est aujourd'hui encore membre de diverses commissions allemandes pour le stockage des déchets radioactifs, qui s'intéressent entre autres à la mine expérimentale d'Asse. Mais depuis Fukushima, pour ses partenaires allemands, tout a changé.
L'Allemagne compte 17 centrales nucléaires. 8 d'entre elles ont été fermées l'été dernier. Les 9 restantes doivent être arrêtées à leur tour au cours des 10 prochaines années. La décision a été prise par le gouvernement de la chancelière Angela Merkel quelques jours seulement après la catastrophe nucléaire au Japon. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Première conséquence, les grands groupes énergétiques dégraissent. E.ON envisage de supprimer 11 000 postes. Les infrastructures de distribution et de stockage nécessaires pour assurer un passage rapide aux énergies renouvelables font défaut. Pour remplacer son parc nucléaire, l'Allemagne relance donc ses vieilles centrales à charbon et au gaz. Mais les Allemands espèrent qu'à long terme, le recours aux énergies renouvelables se révélera profitable, y compris sur le plan économique. La sortie du nucléaire donne encore plus de travail à l'expert en gestion des déchets radioactifs. Jamais il n'a été autant sollicité. Ça a changé dans le sens qu'il y a eu cette décision politique, mais les problèmes du nucléaire sur lesquels nous travaillons n'ont pratiquement pas changé. On est toujours dans le problème de l'entreposage des déchets, le stockage des déchets, et les déchets existent. Et ils existeront tant qu'il y aura des centrales en fonctionnement. Il en reste encore 7 ou 9 qui fonctionnent, donc les déchets et les combustibles vont continuer à s'accumuler. Quelques jours avant cette rencontre au ministère de l'Environnement, un incident grave avait eu lieu sur le site nucléaire de Marcoule dans le Gard, non loin de là où vit Arsène Saas. Un homme est mort dans l'explosion d'un four. Il y a du nouveau depuis Marcoule? Non. Cette histoire de four? Non, rien de nouveau. Enfin, la famille a porté plainte, mais à part ça, le problème est résolu. On sait maintenant qu'il y avait de l'eau sous la croûte. Du gaz? Oui. Les métaux en fusion ont jailli et brûlé l'homme qui travaillait là. Les gaz ont ensuite explosé. Toute la charge a été soufflée et ça l'a tué. Le pauvre. Mais en termes de radioactivité, on était à 67 000 becquerels, c'est-à-dire presque rien. En France, les comités consultatifs sont largement constitués de partisans du nucléaire. Si la commission allemande de gestion des déchets radioactifs compte quant à elle de nombreux détracteurs du nucléaire, elle accueille aussi des spécialistes pour qui l'approche française du nucléaire est exemplaire. Comme l'ingénieur Dieter Ritscher. En France, on ne se demande pas si on doit fermer les centrales et sortir du nucléaire. Le débat n'est pas là. Ils poursuivent la voie qu'ils ont choisi de prendre. Et je dois dire qu'avec leur méthode de retraitement et de gestion des combustibles par la vitrification des déchets, par exemple, ils font un travail admirable. J'aurais été ravi qu'on fasse la même chose en Allemagne. Nous savons qu'en France, ils ont une attitude différente vis-à-vis de l'énergie nucléaire, même si nos collègues ne partagent pas tous les mêmes vues. Et nous voyons les choses comme ça. Nous sommes des experts. De leur côté, nos homologues français sont aussi des experts. Et de ce fait, nous parlons entre spécialistes d'aspects techniques fondamentaux. Et ça fonctionne très bien. La sortie du nucléaire a fait quelques remous au sein de la commission d'experts en gestion des déchets. Certes, la décision politique a été prise, mais à ce jour, aucun plan concret n'a été établi pour sa mise en œuvre. Michael Zeiler, féroce détracteur du nucléaire, préside la commission. La durée de stockage qui a été fixée à 40 ans, nous l'avons mise de côté. Il va falloir revenir là-dessus en temps voulu. Personnellement, je préférerais que le stockage soit définitif. En France, dans les sites d'entreposage provisoires comme à Marcoule, nous avons déjà construit une cellule destinée à l'examen des combustibles usés en vue de déterminer le meilleur traitement possible. C'est quelqu'un de vraiment très professionnel, un ingénieur de la vieille école, un scientifique qui met vraiment la main à la pâte, qui se tient toujours informé.
Il pose beaucoup de questions très pertinentes et cruciales. Il y a des connaissances très étendues sur le sujet qui nous intéresse. À travers les rapports qu'il a rédigés au fil de sa carrière, Arsène Saas a fait bénéficier le président François Mitterrand et son successeur Jacques Chirac de sa longue expérience. Aujourd'hui, elle profite aux Allemands. De son côté, Markus Pflüger s'en va en week-end avec son fils. Direction Bure, où l'on cherche actuellement à évaluer les propriétés de confinement des lieux prévus pour l'enfouissement des déchets radioactifs. En 1997, j'ai accédé à énormément d'informations par l'intermédiaire d'un Français qui militait en Allemagne contre le nucléaire. Un jour, j'ai été invité à un festival de protestation contre le site de stockage. Ça m'a interpellé, alors j'ai sorti ma carte et j'ai regardé où se trouvait Bure. Je me suis rendu compte que Gorleben, où je suis souvent allé, entre autres pour manifester contre les convois Castor, était à 800 km. Mais Bure... À l'époque, je vivais à Saarbrück, à même pas 150 km à vol d'oiseau de là. Je me suis dit, c'est le même problème. La radioactivité ne connaît pas de frontières. C'est donc logique qu'on soit tous solidaires. Et plus je m'intéressais au sujet, plus je me rendais compte que nous étions tous concernés. Les recherches qui sont menées à Bure sont en partie financées par des fonds allemands. Depuis la signature du traité Euratom, l'Allemagne investit des millions dans ces recherches. En général, c'est l'industrie nucléaire, Siemens, Framatome, Andra, qui cherche des pseudo-solutions. Et Bure, qui doit être un des premiers sites de stockage définitif des déchets radioactifs européens, est déterminant pour l'avenir du nucléaire et sa survie. Il faut donc que nous soyons vigilants et que nous disions clairement « Que faites-vous quand votre baignoire déborde ?» Vous fermez le robinet. Et que veut faire l'industrie atomique ? Elle veut ouvrir les robinets à fond parce qu'on peut toujours enfouir les déchets quelque part, aussi radioactifs soient-ils, même si personne ne sait comment on doit les emballer, ni comment ça pourra tenir des millions d'années. Donc, en route pour Bure, où les opposants à ce qu'ils appellent la future poubelle nucléaire ont organisé un festival antinucléaire. Les déchets, hautement radioactifs, doivent être enfouis à l'intersection de 2 départements lorrains, dans une région quasi déserte où on ne dénombre que 5 habitants au kilomètre carré. A priori, les futurs exploitants du site d'enfouissement ne devraient pas rencontrer beaucoup de résistance. Vous voyez les éoliennes là-bas ? C'est l'industrie nucléaire qui les a construites pour se faire bien voir des écologistes. En effet, cette forte concentration d'éoliennes autour de la zone d'expérimentation attire l'attention. Récemment, l'État a commencé à promouvoir les énergies alternatives, mais dans des proportions largement moins importantes qu'en Allemagne par exemple. Dans la région, les opposants au nucléaire parlent d'éco-blanchiment ou de blanchiment écologique. Ils disent aussi qu'on essaie d'acheter leur âme. En effet, outre les éoliennes, un autre investissement pharaonique semble avoir été réalisé pour amadouer les habitants. La construction d'une immense salle des fêtes, juste à l'entrée du village, moyennant 1 million d'euros. Sachant que Bure ne compte que 80 habitants et que le dernier mariage fêté ici remonte à plusieurs mois, ce bâtiment est très clairement surdimensionné. Ach, macht der Platzeinweiser? Sieht so aus. Dann haben wir ja gute Karten. Ja. Weil wir müssen ja quasi aufs Gelände, wo wir bleiben dürfen. Salut. Salut. Ça va? Hi. Cool. Je peux te coller? Ja, klar. Ja. Mach's Vielen drauf. Danke. Jetzt frage ich ihn gleich noch, wo wir am besten hingehen. Max, wir müssen jetzt überlegen, mit Guido, wollen wir weit nach hinten wegen Lärm oder eher nicht so weit wegen Babyphone und Toiletten? Markus et sa famille ne sont pas les seuls Allemands à avoir fait le chemin jusqu'à ce coin perdu au cœur de la Lorraine. On est arrivé. Les activistes français ont bien besoin de leur soutien, car les 5 à 600 participants attendus sont loin d'être tous au rendez-vous. Ceux qui sont venus planter leur tente ici sont surtout des jeunes. Merci. Vous pourrez dormir cette nuit? Pardon? Vous pourrez dormir, c'était... On a eu un peu de mal, mais on y est arrivé. Bonjour. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup plu.
Ces festivaliers semblent prendre l'action de protestation contre le nucléaire de façon plutôt décontractée. En France, ils organisent des trucs, mais les gens ne viennent pas forcément contre le nucléaire ici, ils viennent plus parce que c'est un festival, je pense, à la base. Et les Français rassemblent des gens comme ça en général. Après, vous, on a même peut-être que c'est vraiment, vous protestez, c'est vraiment que pour ça. Mais nous, on n'était pas venus à la base forcément pour ça, je sais, mais on est sensibilisés à tout ce qui se passe, puisqu'on nous parle beaucoup de ça là, on voit des prospectus, mais on vient aussi pour le festival, quoi. C'est une autre façon de manifester. Markus Pflüger, lui, voit les choses sous un autre angle. Il n'est pas venu en touriste, mais au contraire, très bien préparé, avec tout son matériel de militant aguerri. C'est un bleu de travail. Très efficace pendant les actions de protestation. C'est super résistant au niveau du tissu et des coutures. On est nombreux à en porter dans le monde du militantisme. Les activistes allemands ont soutenu le mouvement de résistance de Bure dès le début et ont contribué à son développement. Parmi eux, Frank Linke, qui a élu domicile dans ce coin reculé de la campagne française, voilà plus de 30 ans. Richard, maire de Neuenkirche, dans le Hunsrück. Bure est isolé au cœur d'une contrée pauvre, où il n'y a quasiment pas d'industrie, et où même l'agriculture, principalement la culture de céréales, ne nourrit plus qu'un quart des habitants. Un beau jour, l'industrie nucléaire a débarqué dans la région et a commencé à préparer le sol pour un éventuel site d'enfouissement. Frank Linke a été témoin de tout le processus. Ils sont arrivés ici avec un tas de promesses. Ils allaient créer 500 voire 1000 emplois. Bien sûr, c'était une aubaine pour les gens du coin. En plus de ça, ils ont investi beaucoup d'argent. En 2010, ils ont fait pleuvoir au total 64 millions sur la région, sous forme de subventions. Pour un club de quilles, un club de chasse, et ainsi de suite. Sollen wir dir einen Crepe machen lassen? Ja, das fände ich super. Hast du noch ein paar Minuten Zeit, Milo? Was muss man da tot machen dann? Crepe, das ist ein Pfannkuchen. Da muss man zum Glück gar nichts tot machen. Das ist super, Milo. Das ist aus Teig und dann kann man sich dazu was wünschen, was draufkommt. Condamné, reste dehors. À part un vieil agriculteur qui vit ici depuis toujours, Frank Linke ne repère aucun habitant du coin sur les lieux du festival. Non, oui, en général, on est plutôt contre. Il y a toujours quelques-uns qui est pour quand même, parce que c'est toujours l'argent qui mène le monde, malheureusement. Alors vous savez, quand vous payez quelqu'un, au lieu de dire non, on dit oui des fois. C'est l'argent. C'est malheureux, mais c'est l'argent qui mène le monde, dans tous les domaines. Hein. Ouais, dans ce monde qui veut du nucléaire, ouais c'est bizarre, c'est tous des gens qui veulent la guerre. Mis à part la France, elle est très gentille, elle ne fait que vendre technique et combustible. Ah ouais, j'oublie. Au centre du village, une vieille ferme sert de quartier général aux organisateurs de la protestation. Ce bureau tourne grâce à des dons. Au début, le village recensait davantage d'opposants au projet, mais le front de protestation s'effrite. Et l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, rachète les terres les unes après les autres, sous l'œil inquiet de Peter Desoy, originaire d'Allemagne du Nord. Avant, ici, on était bien plus proches les uns des autres. Et dernièrement, j'ai appris qu'un de mes voisins avait vendu ses terres à l'Andra. Et il s'agit vraisemblablement de terrains assez vastes. Il s'est finalement laissé corrompre à force. C'est dommage. Ça se comprend d'une certaine façon. Il a dû recevoir un joli pactole. Oui. Il voulait peut-être rénover sa maison. Il a plus de 70 ans. Qu'est-ce qu'il aurait fait de ses terres une fois le site construit? C'est frustrant de voir ça. On peut parler de corruption, mais on doit aussi essayer de comprendre un homme qui n'a plus de perspective d'avenir, dans un endroit pareil où on projette d'enfouir les déchets radioactifs. Psychologiquement, ce n'est pas évident. Arsène Saas a un point de vue plus pragmatique sur la question. Selon lui, la majorité des Français est satisfaite de la stratégie énergétique de leur pays.
parce que les gens vivent avec depuis très longtemps et disons aujourd'hui, les gens savent que ça marche, effectivement qu'il y a des risques comme dans toutes les industries, mais globalement, d'ailleurs le dernier rapport là, le dit, toutes nos centrales sont en bon état de marche, notre cycle est complet. Après le traumatisme de l'occupation allemande, le général de Gaulle déclare en 1945 que l'exploitation de l'énergie atomique est une question de fierté nationale. La France espère qu'avec le nucléaire, elle sera totalement indépendante, tant sur le plan militaire que sur le plan énergétique. Pendant près de 4 décennies, elle teste ses armes nucléaires d'abord dans le désert d'Algérie, puis sur les atolls de Mururoa. Il est à noter que le nucléaire est un secteur encore largement centralisé. La famille Pflüger s'éloigne provisoirement des lieux du festival pour montrer à d'autres militants le laboratoire de recherche sur les déchets hautement radioactifs où Markus est venu manifester plus d'une fois. En Allemagne, j'ai l'impression que c'est plus prévisible. On fait un sit-in, la police arrive, premier avertissement, deuxième, troisième, puis ils évacuent les lieux, parfois même brutalement. Mais c'est un processus clair. Ici, c'est autre chose. On a campé ici, il y avait de grosses pancartes partout. Et ils ont tout nettoyé de fond en comble. Il devait rester aucune trace. Tout était couvert de banderoles. Cette grille, le sol. Souvent, ils tolèrent ça assez longtemps. Et puis, à un moment donné, quand on s'y attend pas, les CRS interviennent à coups de grenades lacrymogènes. Ouais, c'est très impressionnant. On peut aller plus loin en France qu'en Allemagne. Mais arrive un moment où ça pète. Si l'administratif et l'accueil du public ont lieu en surface, les activités expérimentales, elles, se déroulent sous terre. Ça dépasse encore nos appréhensions. Ceci n'est que la partie immergée d'un iceberg qu'ils appellent zone de transposition. En fait, pour transporter et entreposer les déchets, ils vont creuser des galeries et des passages sur 15 hectares et dans le sous-sol de 4 villages. Ils doivent aussi construire une sorte d'énorme rampe qui permettra d'amener les déchets jusque dans les souterrains. Tout n'est pas encore bien défini, mais on peut imaginer que les déchets arriveront par le train. Bref, tout ne se passera pas ici, mais sur un périmètre bien plus étendu, au-dessous duquel les déchets seront emmagasinés. Pour l'instant, ils se contentent de faire des tests de radioactivité. Il n'y a pas encore de déchets. Mais rien que cette structure-là est déjà immense. On a souvent organisé des actions de protestation autour de ce site. Et il faut 3 quarts d'heure pour en faire le tour. Ce que Markus Pflüger et les autres activistes venus manifester à Bure voient comme un danger, d'autant plus menaçant qu'on ne peut s'en approcher, l'Andra le présente comme une entreprise tout à fait transparente. Les locaux de surface sont normalement ouverts à tous, y compris ce dimanche. Il y a même des horaires de visite. Nadine Schneider, professeure à Nancy, souhaite jeter un coup d'œil au futur site d'enfouissement avec un petit groupe de festivaliers engagés. Bonjour. Monsieur, dame, bonjour. On vient visiter. Oui, voilà. Le garde nous demande de patienter. Est-ce qu'il serait possible puis nous fait avancer de quelques mètres jusqu'au bâtiment administratif. Je voudrais sa présence. Là, quelqu'un doit décider si oui ou non nous pouvons entrer. Certains ont déjà perdu toute motivation et retournent au festival. Apparemment, le problème, c'est la caméra. Les gardes ont des consignes strictes. Vous avez dit pas de caméra. Pas de une pièce d'identité. Moi, je peux vous la présenter, mais elle refuse d'être filmée. Les gendarmes, appelés en renfort, se tiennent toutefois à l'écart. C'est la France nucléaire. Des gens curieux, des gens qui veulent poser des questions, quelque chose qui ne se passe pas comme d'habitude. Et la réaction, c'est ils appellent tout de suite les forces de l'ordre. Est-ce qu'on est dangereux, là? L'attente se prolonge. C'est une véritable farce dont le dénouement n'étonne plus personne. Vous les attendez à les recevoir ici? Bon, messieurs, dames, ça va être simple. Tout est annulé. Tant qu'il y aura les caméras et du son et tout ça, confirmation des supérieurs, rien. Pas de visite. Conférencière, elle ne peut pas vous recevoir. Oui, d'accord. C'est clair? Là, c'est clair. Ouais. C'est encore pire que ce que je croyais. Je pensais qu'on aurait pu au moins discuter avec la personne pour qu'elle nous explique pourquoi il y avait. Mais il n'y a même pas le début d'un dialogue possible. On est là vraiment. Et pourtant, sur Internet, on voit partout la transparence. Oui. Venez visiter l'Andra. Oui.
Non, là, c'est... Belle transparence. Je pensais pas ça, quoi, que il viendrait même pas parler. Voilà, c'est... La seule chose qui est transparente, c'est le repli, quoi. À seulement 1 heure de route de là se dresse le centre de stockage de l'Aube, un site déjà en activité appartenant lui aussi à l'Andra. Arsène Saas veut nous montrer comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment on stocke des déchets radioactifs. Contrairement à ce qui est prévu pour le site de Bure, dans l'Aube, on ne stocke que des déchets de faible et moyenne activité, des matériaux de construction, des équipements de maintenance et d'exploitation d'installations nucléaires, mais aussi des déchets issus de laboratoires de recherche, d'hôpitaux ou d'universités. Tout cela, selon la loi française, peut être stocké en surface pendant au moins 300 ans. Après quoi, selon les pronostics officiels, la radioactivité des déchets ne devrait plus présenter de danger. On a donc 7 charpentes métalliques sur le site qui nous permettent donc de travailler dans 7 ouvrages en même temps, puisqu'on organise le stockage en fonction du type de colis, de la nature de l'enveloppe notamment. Les colis enveloppes métalliques, les colis enveloppes béton ne vont pas être stockés au même endroit. Voilà, oui. Alors, les charpentes métalliques viennent du retour d'expérience de centre de la Manche, lorsqu'on a repris les déchets de TO1. On avait mis en place une charpente, et l'autorité de sûreté a dit c'était une bonne idée. Bonne idée que voilà pour le futur. Tous les jours, ces énormes camions apportent de nouveaux colis. Il y a quelques années encore, ceux-ci étaient déchargés à ciel ouvert dans ces cuves ou alvéoles en béton. Dorénavant, des charpentes métalliques protègent les colis de la pluie. Chaque fût est classé en fonction d'un code barre, une sorte de fiche d'identité qui spécifie son contenu et son origine. Il faut plusieurs semaines pour remplir une case de stockage. Une fois pleine, l'alvéole est fermée par une dalle en béton pour des centaines d'années. 1 million de mètres cubes, c'est le volume de déchets radioactifs qui seront entreposés là, au milieu du paysage, dans le plus grand centre de stockage de surface au monde. Une grande partie des déchets radioactifs vient du Cotentin, une presqu'île normande qui s'avance dans la Manche. C'est une contrée sauvage au charme brut. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des centaines de milliers d'Américains et de Britanniques ont débarqué sur ces plages pour vaincre une fois pour toutes l'Allemagne nazie. Ici, les touristes ne font généralement qu'une brève halte et s'arrêtent rapidement devant les monuments commémoratifs et les fosses communes. En revanche, ce mémorial n'est pas dédié aux soldats, mais aux irradiés inconnus. En effet, les unes après les autres, des centrales démesurées viennent rompre l'harmonie de ce littoral pittoresque. Les habitants du Cotentin ont appris à vivre avec. Ici, le nucléaire est avant tout synonyme de travail. Mais Didier Anger voit les choses d'un autre œil. Tous les jours, il est confronté à la vue de ce gigantesque centre de traitement qui non seulement défigure la baie, mais renferme des masses de plutonium. Et cela lui fait peur. Encore plus depuis qu'il a rejoint le mouvement de contestation et qu'il a appris des choses que l'on cache à la population. Pour lui, tout a commencé ici, à la centrale de Flamanville. La centrale comporte 2 réacteurs actifs et en accueillera bientôt un 3e. Un réacteur nouvelle génération, l'EPR ou réacteur pressurisé européen. Mais pourquoi cet EPR alors que la centrale produit déjà de l'électricité en quantité suffisante? C'est une vitrine commerciale pour essayer de vendre à l'extérieur. Et la vitrine commerciale est devenue catastrophique, avec des problèmes de construction de la canalisation de rejet, avec des problèmes de qualité des bétons, des problèmes de ferraillage, de soudure, etc., en dehors des problèmes de sûreté nucléaire. Les coûts de construction, à l'origine estimés à environ 3 milliards d'euros, ont doublé entre-temps et la construction s'est étalée sur 4 ans de plus que prévu. Didier Anger a appris des employés de la centrale qu'ils nourrissaient eux-mêmes des inquiétudes. Nous avions les informations par quelques personnes du chantier qui
parlait quand même, y compris dans les cafés, pas seulement à nous en direct. Et ça a été mis en évidence quand même par l'autorité de sûreté du nucléaire, dont on ne peut pas dire qu'elle soit antinucléaire. C'est un organisme gouvernemental. Bon, donc en France, c'est l'État qui fait et l'État qui contrôle. Donc malgré tout, il y avait des inquiétudes chez les pro-nucléaires eux-mêmes. Alors que nous effectuons des prises de vue autour de la centrale, nous sommes en permanence surveillés et même contrôlés. Cette fois, nous n'avons pas affaire à des agents de sécurité, mais à la gendarmerie qui connaît bien Didier Angers. Il le savait hostile au nucléaire, mais ne l'imaginait pas militant. De l'autre côté de la baie, séparé du centre de traitement de La Hague par une simple grille, se dresse encore un autre site, le centre de stockage de la Manche, le plus vieux site d'emmagasinage des déchets de France. Là aussi, on entrepose des déchets de faible et moyenne activité à l'abri des regards. Mais contrairement au centre de stockage de l'Aube, celui-ci ne reçoit plus de déchets depuis 1994. Toutes ces alvéoles de stockage ont été recouvertes de terre et engazonnées. Pendant 25 ans, les fûts radioactifs ont été entreposés ici, à même le sol. Une erreur qui n'a été corrigée que bien plus tard. Aujourd'hui, plusieurs couches d'argile, de bitume et de sable protègent l'environnement des déchets radioactifs. En outre, des appareils de mesure et des capteurs surveillent la zone en continu. Pas seulement en surface, mais aussi au sein des galeries creusées, au-dessous des cases de stockage. La roche haute, il y en a plusieurs qui peuvent convenir, soit ici du schiste et du grès, les argiles, les mines de sel, etc. Mais l'essentiel en matière de stockage, c'est qu'il faut construire un ouvrage. C'est-à-dire il ne faut pas réutiliser des anciens ouvrages parce que on ne connaît pas exactement les fissures préexistantes, etc. Il faut construire un ouvrage. Et ça, c'est très important pour les déchets, qu'on puisse ensuite mettre en place tous les éléments de surveillance. Arsène Saas tient à nous faire visiter les galeries souterraines du réseau de drainage où l'on vérifie que l'eau infiltrée dans le sol ne contient pas d'éléments radioactifs. Le directeur du centre nous accompagne. Les appareils de mesure, nous explique-t-il, ne sont pas là pour détecter une éventuelle radioactivité, mais pour la mesurer en quantifiant le rayonnement radioactif. Car il y a bel et bien de la radioactivité au-dessous des ouvrages de stockage. Il s'agirait cependant de la radioactivité naturelle des roches qui émettent du radon. Alors, c'est très sonore, hein. Il faut baisser la tête, on va se cogner. Hein. Et on va aller directement un petit peu plus loin. Hein. Des couloirs sans fin, et partout des tuyaux qui recueillent l'eau afin qu'elle puisse être examinée. Si l'on constate un degré suspect de radioactivité, l'eau est redirigée vers le centre de La Hague, juste à côté, pour y être traitée. Au sortir des galeries souterraines, nous passons au compteur Gégère, appareil de mesure qui sert à détecter les éventuelles traces de radioactivité sur les employés comme sur les visiteurs. C'est un passage obligé, inscrit dans le règlement. Un simple contrôle de routine. Au début, tout semble aller pour le mieux et puis soudain, le signal d'alarme se déclenche. Néanmoins, le directeur nous rassure, c'est tout à fait normal. Si vous voulez vous contrôler, tout ça. Ah, bêta-gamma, pour terminer. Explication. Quand on manipule des barres de combustible au centre de retraitement de La Hague, juste à côté, il s'échappe du krypton. Ce gaz est rejeté dans l'environnement par d'immenses cheminées et le voyant des compteurs Gégère s'allume. Même certaines stations de mesure allemandes captent ces émissions. Mais tant qu'un seuil limite n'est pas dépassé, a priori, il n'y a rien à craindre. Alors qu'est-ce qui est dangereux au juste et à partir de quand? C'est le gros point de litige entre partisans et détracteurs du nucléaire. On entend régulièrement parler d'incidents au sein des centrales françaises. Celui de septembre dernier à Marcoule, qui a fait un mort et plusieurs blessés, a été particulièrement retentissant. Avant Marcoule, c'est Tricastin qui avait fait la une.
À différentes reprises, des employés avaient été contaminés et plus de 75 kilos d'uranium avaient été déversés dans le Rhône. Tous ces incidents sont répertoriés et rendus publics par l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Rien qu'en 2011, on a dénombré plus de 1100 incidents. Didier Anger ne fait pas confiance aux autorités. Sa femme et lui sont des enseignants à la retraite. Lorsqu'ils étaient encore en activité, ils ne se préoccupaient guère de la question nucléaire. Toutefois, les centrales se multipliant dans les environs, Didier a commencé à s'y intéresser et à protester. Il se dit particulièrement déçu par les hommes politiques qui, en déclarant que l'énergie nucléaire est une question d'intérêt national, en font par là même un sujet tabou. Alors, en France, la sûreté nucléaire pose problème. On voit qu'il y a des failles dans la façon de sécuriser les installations. Je vous propose justement de réécouter ce qu'a dit cet ancien sous-traitant. Je ne suis pas d'accord. Non, mais vous affirmez d'entrée, en France, la sûreté nucléaire pose parfois problème. Il y a des failles. Il y avait une fissure. Bon, je me cache. Qu'est-ce que vous faites? Un ministre de l'Industrie et de l'Énergie, normalement, doit connaître ses dossiers, doit être compétent. Pourquoi il s'en va? Ou bien il ne connaît pas ses dossiers, ou bien, tout simplement, il refuse la discussion et le débat. Ça, c'est un procédé qu'on connaît depuis longtemps. Il préfère se taire, faire le silence, et ne pas permettre d'ailleurs que les adversaires éventuels s'expriment. Éric Besson, le ministre de l'Industrie, quitte le plateau de télévision. Il ne répond pas aux critiques formulées par un employé qui témoigne des mauvaises conditions de travail des hommes de la sous-traitance dans un reportage sur la sûreté nucléaire. Un peu plus au nord, nous rencontrons l'un de ces travailleurs qui intervient en sous-traitance dans l'industrie atomique. Un de ces nomades du nucléaire qu'on appelle toujours là où les autres ne peuvent ou ne veulent pas aller. En effet, ils sont affectés à des travaux sous rayonnement comme la dissolution des combustibles usés et la maintenance des matériaux contaminés. Philippe Billiard a effectué ces travaux risqués pendant des années dans plusieurs centrales, y compris ici. Mauvaises conditions de travail, mauvaise rémunération, aucune reconnaissance du travail et puis surtout aucun suivi médical adapté face aux expositions des rayonnements ionisants, quoi. Tout est fait pour dissimuler dans la masse nos expositions aux cancérogènes que sont les rayonnements ionisants, quoi. 1 500 €, c'est le salaire maximum qu'ait perçu Philippe Billiard pour ces travaux dangereux. Pour secouer la conscience de ses concitoyens, il a initié un mouvement de lanceurs d'alerte. Je vais utiliser un terme que tout le monde connaît, pour les avoir vus à la télé, les liquidateurs de Tchernobyl et dernièrement les liquidateurs de Fukushima. Donc moi, mon travail consistait à liquider la radioactivité dans les centrales aujourd'hui françaises. Donc les liquidateurs du nucléaire, il y en a aussi quand les centrales tournent et ne sont pas en accident. Ce qui est arrivé à son collègue Christian révèle les conséquences dramatiques que peut avoir ce type de travail. Celui-ci s'est tourné vers Philippe il y a 2 mois parce qu'on ne voulait pas lui verser son dû. Motif du refus, sa maladie. Ça, c'est un cancer des poumons. Voilà. Donc, et depuis, il a récidivé. Il a à nouveau eu un nouveau cancer, il a été à nouveau opéré, et il a à nouveau de la chimio à cause de ses expositions. Mais il travaille plus, quoi. Et combien des années il a travaillé, hein? Lui, il a travaillé à peu près 35 ans en centrale. 35 ans en centrale, et puis voilà le remerciement, quoi. Alors parfois, on pourrait être en colère envers nos employeurs du nucléaire parce que, voilà, ça au départ, ils nous disent pas qu'on est susceptible d'être malade. Parce qu'ils nous disent, à la dose qu'on vous donne, vous ne serez pas malade. Donc c'est un pur mensonge, puisqu'aujourd'hui on voit bien que la dose, même la plus petite qu'elle soit, rend malade. Les exploitants de la centrale refusent de prendre en charge les soins médicaux de Christian. Ils ne veulent pas créer de précédent, par peur d'être bombardés de requêtes. D'autant que les ouvriers de la centrale ne sont pas les seuls à être concernés par la contamination. Les habitants des environs se sentent eux aussi menacés. On dit par exemple que les enfants en bas âge vivant près d'une centrale ont des chances accrues de développer une leucémie. Pour quelqu'un qui habite autour, on ne peut pas savoir si c'est cette personne-là qui est contaminée par le nucléaire ou pas. La seule vérité qu'on puisse avoir, c'est une vérité statistique.
le plus grand pollueur, selon Didier Anger, se trouve en face de chez lui, de l'autre côté de la baie, le centre de retraitement de La Hague. En effet, si certains éléments toxiques sont rejetés dans l'environnement par les cheminées, d'autres le sont par un tuyau de 5 km de long qui déverse les eaux contaminées dans la mer. Portées par le courant, celles-ci vont déferler jusque sur les rives allemandes de la mer du Nord. La quantité de tritium rejetée dans l'eau est 1000 fois supérieure à celle qui sort de la centrale voisine de Flamanville. Quoi qu'il en soit, les exploitants de la centrale de La Hague y voient là une solution appropriée. Car selon eux, l'iode contenu dans l'eau de mer dilue tout. Le retraitement est un terme trompeur. Il ne s'agit pas là du recyclage, mais de l'extraction du plutonium. Celui-ci sert aussi bien à alimenter les réacteurs de type surgénérateur qu'à construire des armes atomiques. 10 000 tonnes de barres de combustible provenant d'une centaine de centrales nucléaires sont manipulées ici. Plus que partout ailleurs, les piscines de désactivation ne sont sécurisées que par des charpentes métalliques qu'un projectile lancé de l'extérieur ou un petit avion pourrait enfoncer aisément, provoquant ainsi une catastrophe de très loin supérieure à celle de Tchernobyl et de Fukushima. Les clôtures de protection ne servent quant à elles absolument à rien, si ce n'est à repousser les opposants au nucléaire, tels que les activistes de Greenpeace, qui en novembre 2011 ont pénétré dans diverses installations avec leurs banderoles. En Allemagne, on renforce les sites en construisant des murs de béton en raison de la menace terroriste. La France, elle, n'a pas encore réagi. Nous souhaitons à présent visiter le centre de traitement avec Arsène Saas, qui a déposé une demande à cet effet voilà déjà plusieurs semaines. Mais tous ces efforts ont été vains. Nous ne pouvons pas franchir la barrière. Parce que ils m'ont dit qu'ils ont beaucoup de visiteurs, donc il n'y a personne de disponible. Et ensuite, ils m'ont dit qu'ils avaient actuellement un certain nombre d'inspections aussi, donc ils ne voulaient pas trop que les gens filment à l'intérieur. Au mois de novembre 2011, le dernier convoi des castors acheminant des déchets radioactifs en provenance de La Hague faisait route vers l'Allemagne. Juste avant la frontière, il fait halte à Rémilly. Après de sérieux affrontements entre policiers et manifestants en début de parcours, ici le calme règne. Pas l'ombre d'un activiste. Les gendarmes n'en surveillent pas moins les accès à la gare. Seuls les habitants, les représentants des autorités et les journalistes sont autorisés à passer. 11 castors contenant des déchets hautement radioactifs sont arrêtés à la gare de la petite commune française durant plus de 24 heures, à 2 pas des premières maisons de la ville. Nous sommes curieux de savoir si les habitants sont inquiets. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Est-ce que vous croyez qu'en faisant du bruit, en disant on est contre, ça va changer quelque chose, honnêtement ? Moi, je crois pas. Il y a des choses qu'on peut pas changer, que les petites gens ne peuvent pas changer. Et je suis pas sûre que c'est les écologistes qui changeront quelque chose. Il y a des gens qui pensent que les Allemands sont un peu fous. Ah bah oui, parce qu'ils en veulent pas. Du machin là. Qu'est-ce qu'ils feront s'ils en ont plus du nucléaire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour se chauffer, pour l'électricité ? Ils vont faire quoi ? Je sais pas, hein, moi je pose la question. Parce que s'il existait quelque chose de tout propre, on le saurait, non ? Au bar du centre-ville, personne ne semble s'inquiéter outre mesure de la présence du train de déchets radioactifs. Ils suivent le débat télévisé autour du convoi qui stationne dans leur gare d'un air incrédule. Peut être Forbach ou Strasbourg, c'est en fait vraiment au dernier moment en fonction des meilleures conditions. Nous, on ne peut rien faire à notre échelle. Donc un train nucléaire qui s'arrête là, ça change quoi ? Ça change quoi ? On est avec un train, c'est très bien. Ça fait quel mal ? À la télévision régionale, on est en direct de la gare de Rémilly. J'étais conducteur de train, moi. Et donc j'ai conduit des trains comme ça. Et donc, vous n'avez pas peur ? Non. Non. Ben, on nous a jamais dit aussi que c'était dangereux, quoi, en fait. Et donc, on a conduit ça en toute impunité, et puis ça partait, et puis on se posait pas de questions. Du côté allemand, manifestants et policiers sont postés tout au long de la ligne de chemin de fer empruntée par le convoi de déchets radioactifs. Juste après Saarbrück, des élèves tentent de bloquer la voie.
mais ils sont vite évacués. À Neuenkirche, le convoi s'arrête pour changer de locomotive. Il aura fallu au total 125 heures pour effectuer le trajet de La Hague à Gorleben. Le convoi le plus lent de tous les temps. Côté allemand, plus de 20 000 agents de police ont été mobilisés. Officiellement, ces castors au contenu hautement radioactif ne présentent aucun danger pour les personnes se trouvant dans les zones traversées, à condition qu'elles ne restent pas trop longtemps à proximité des wagons. Cela dit, je sais qu'il y a des recommandations. Je ne sais pas si elles viennent du syndicat des policiers ou d'ailleurs, mais par exemple, on conseille aux femmes de ne pas stationner trop longtemps à moins de 2 ou 3 mètres des wagons. C'est bourré de radiation là-dedans. Et la température monte à 500 degrés Celsius. Un jour où j'étais immobilisé à côté d'un convoi, celui qui partait de Neckarwestheim, j'ai senti une vague de chaleur. Il faut des dizaines d'années pour que les déchets cessent de dégager autant de chaleur. C'est vraiment très dangereux. Nous retournons à Bure, au site d'enfouissement expérimental de déchets hautement radioactifs. En compagnie des militants antinucléaires, nous avions été conduits, mais accompagnés d'Arsène Saas, nous pouvons entrer avec notre caméra. Munis de respirateurs et après avoir écouté attentivement les consignes de sécurité, nous nous rendons dans le puits à 500 mètres sous terre. Et là, on a une équipe d'une entreprise prestataire qui descend. Vous descendez quoi, une sonde alors? Plus de 200 km de galeries souterraines doivent être creusées. Ces galeries expérimentales ne sont qu'un début. Le stockage des déchets doit commencer en 2025. La France aurait alors le premier site d'enfouissement pour déchets hautement radioactifs d'Europe. Pour le porte-parole de l'ANDRA, il n'y a pas meilleure radioprotection que la couche d'argile dans laquelle les déchets seront enfouis. Pas d'eau, capacité à être creusée et puis capacité à se cicatriser et à fermer les fissures. Et donc la barrière ultime, c'est pas les colis en verre, c'est pas l'acier, c'est pas le béton, c'est les 70 mètres de roche qu'on a au-dessus et en dessous, et puis sur des kilomètres et des kilomètres tout autour. Donc c'est dans la géologie qu'on a confiance. L'argile doit constituer une barrière hermétique durable autour des déchets radioactifs qui continuent à présenter un danger pendant au moins 100 000 ans. Les déchets stockés sont au préalable vitrifiés et placés dans des containers métalliques. La législation française prévoit également qu'ils puissent être déplacés en cas de problème. Les scientifiques du laboratoire de Bure sont convaincus d'avoir trouvé l'emplacement parfait pour enfouir des déchets nucléaires. Leurs homologues allemands ne peuvent pas en dire autant. À la stupéfaction de ses collègues, Arsène Saas relate les problèmes rencontrés au centre de stockage expérimental d'Asseux, qui accueille déjà des déchets radioactifs. On vient de nous annoncer que la galerie principale est partie en morceaux. C'est des ancrages de 1,50 m dans le sel ont été trouvés par terre. Donc la mine travaille énormément. Asseux est une ancienne mine de sel utilisée dès les années 60-70 pour entreposer 120 000 fûts de déchets radioactifs. Mais le scandale finit par éclater. Les fûts étaient tout simplement jetés sans autre forme de procès et de l'eau ruisselait à l'intérieur. Il y a également eu de très graves problèmes à Morsleben et au puits de Conrad, autre site envisagé pour le stockage de déchets de faible et moyenne activité. Quant aux déchets hautement radioactifs, ils devaient être entreposés à Gorleben. Les changements de gouvernement et les protestations massives l'ont jusque-là empêché. L'Allemagne est donc toujours à la recherche de sites d'enfouissement potentiels. En 2013, le Parlement français devra trancher sur la question de l'emmagasinage définitif des déchets à Bure. Selon les activistes antinucléaires, la décision est déjà prise depuis longtemps. Mais ils continuent à lutter. Markus Pflüger, en compagnie d'une de ses compagnes de lutte venues de Trèves et de Nadine Schneider, le professeur de Nancy, attendent leur invité Arsène Saas, qui s'est déclaré prêt à rencontrer ses opposants au nucléaire. Bonjour. Bonjour. Arsène Saas. Merci. Bonjour. Arsène Saas. Bonjour, madame. Arsène Saas. Ça se passe? Merci. Vous voulez un café? Oui, s'il vous plaît. Merci d'avance. Qui boit aussi un café? Pas toi? Un petit café. Un petit. Mon laboratoire était le premier laboratoire à s'appeler Écologie au niveau français. Et donc... Est-ce que vous pensez que l'écologie est
Et la radioactivité, c'est compatible? Naturellement. La radioécologie, quand elle a été créée, avait pour but de dire qu'il faut protéger l'environnement. Donc il faut suivre les rejets dans l'air, dans l'eau, dans la nappe, etc., pour que l'homme et l'environnement ne soient pas atteints. Donc c'est ce que nous avons fait. Tous les nucléaires ont toujours dit c'est pas grave, tout va bien. Ils ont dit ça avant Tchernobyl, ils ont dit ça à Fukushima. Pourquoi c'est nécessaire? Il y a une autre catastrophe, peut-être au milieu où vous habitez en Provence. Est-ce que c'est nécessaire? Il y a une catastrophe là-bas? Je mets Fukushima à part. Non, mais disons, okay. Le nucléaire, tout va bien, à part les accidents. Non, mais attendez quand même. On parle de millions de victimes. Vous ne pouvez pas mettre à part Fukushima. Fukushima, c'est de la technique actuelle. Toutes les industries sont dangereuses, je vous dis. Toutes les industries sont dangereuses. Mais alors, si toutes les industries sont dangereuses, il a dit l'industrie nucléaire est dangereuse. Raisonnablement, je suis un expert comme un autre, c'est-à-dire j'essaye de comprendre le maximum et de donner mon avis le plus raisonnablement possible. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Quand je suis d'accord, je le dis également. Les antinucléaires restent fermement opposés au projet de Bure et à l'énergie atomique en général. Arrêtez-moi ça! Ouais, stoppez-moi ça! Halten Sie das an! Nur stoppen Sie das! Même en France, le pays du nucléaire par excellence, le débat reste vif. Fukushima a brisé le consensus au sein des grands partis, au point qu'on parle de fermer certains réacteurs. Je garde malgré tout l'espoir qu'on finira par faire reculer l'industrie nucléaire. Ce qui ne veut pas dire que ça va résoudre tous les problèmes du monde. Non, là, il y en a sûrement pour occuper des milliers de générations. Mais nous voudrions améliorer les choses et nous espérons, ou tout au moins j'espère, qu'elles ne vont pas empirer. Qu'on ne continuera pas à produire encore plus de déchets en nous en miroiter une soi-disant solution. Arsène Saas, lui, reste persuadé qu'il s'agit bien là d'une solution tout à fait acceptable. Il est convaincu que ses collègues et lui ont les choses bien en main, y compris en matière de stockage, et que la France maîtrise la situation, contrairement au chaos qui semble régner en Allemagne. La sortie du nucléaire impose aussi de s'occuper des déchets. On ne peut pas les laisser tels quels dans les entreposages. Il faudra de toute façon les conditionner et trouver une solution de stockage, quel qu'il soit. Et donc, on ne fait que reculer les problèmes et automatiquement, on tombe vers des difficultés de plus en plus grandes.